Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de MGH Partners pour parler de la Russie et de l'Ukraine aujourd'hui. Alors vous êtes chercheur en relations internationales, diplômé d'HEC, de Sciences Po, une école qu'on connaît bien chez MGH Partners, directeur Europe à l'Atlantic Council. Vous êtes également écrivain puisque vous avez publié chez Grasset « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions américaines ». Alors, d'abord, pourquoi, selon vous, Vladimir Poutine a précipité son pays dans ce conflit coûteux et qui remet en cause le fondement même de son régime? Ça remet en cause le fondement de son régime, ça remet en cause le droit international, les principes même de l'ordre de sécurité européen. On voit Vladimir Poutine qui s'est lancé dans une aventure totalement maximaliste, qui nie l'existence même de la nation ukrainienne, de l'indépendance de l'Ukraine. Je pense qu'au fond, il voit les Ukrainiens émerger comme le risque d'un contre-modèle démocratique à ce que représente le régime de Vladimir Poutine en Russie. Il faut rappeler que cette crise commence en 2014. Évidemment, cette guerre qui a fait déjà 14 000 morts dans le Donbass depuis 8 ans. Et cette crise commence lorsque les Ukrainiens, la population notamment de Kiev, se mobilisent pour soutenir la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Il ne s'agit pas donc de l'OTAN, qui est un prétexte qu'on a souvent entendu ces dernières semaines, mais de la volonté par les Ukrainiens de lutter contre la corruption, de défendre l'état de droit, d'ancrer la démocratie libérale dans leur pays grâce à cette association avec l'Union européenne. C'est ça à l'époque que Vladimir Poutine a vu comme une menace, ce qui a mené à l'annexion de la Crimée, au soutien aux séparatistes pro-russes du Donbass. C'est là que l'agression a commencé. Et je pense que ces dernières années, il a vu une nation ukrainienne qu'il est en train de perdre. Une nation ukrainienne qui, quand on regarde les sondages, est très favorable, près de 70%, à l'entrée dans l'Union européenne, à l'entrée dans l'OTAN, qui veut se rapprocher de l'Occident, ce qui est vécu par Vladimir Poutine comme une forme de menace et qui l'a mené dans cette escalade, dans cette agression militaire. Il faut le rappeler, on a donné à Vladimir Poutine la possibilité de sortir par la voie diplomatique. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden ont tenté des médiations dans les semaines qui ont précédé le conflit pour essayer de relancer les accords de Minsk sur le statut du Donbass, pour essayer de relancer les négociations sur le contrôle des armements dans le cadre de l'OSCE. C'est Vladimir Poutine qui a choisi la voie de la violence et a tourné le dos à la diplomatie. Et les conséquences à moyen long terme de cette guerre, parce que comme vous l'avez dit, le conflit bouscule l'ordre international, Poutine mobilise tout son appareil politique et militaire, les conséquences directes, selon vous? Déjà, je crois que Vladimir Poutine a sous-estimé 3 choses. Il a sous-estimé la résistance de la nation ukrainienne. Il a cru peut-être que le régime ukrainien s'effondrerait comme un château de cartes, que le président Zelensky fuirait, que les Ukrainiens ne résisteraient pas. On voit aujourd'hui que cette guerre a l'air plus dure pour les forces russes. Alors on est toujours au début, il faut être très prudent, mais clairement quand on voit les pertes, quand on voit la lenteur de l'avancée de la Russie, on voit qu'il y a probablement eu dans l'appareil militaire russe une sous-estimation de la résistance des Ukrainiens. Il a sous-estimé, je crois, la mobilisation de la communauté internationale, et en particulier des Européens et des Américains qui ont pris des sanctions très rapidement, qui livrent des armes aux Ukrainiens, qui essaient en fait de rééquilibrer le rapport de force de ce conflit, d'accroître le coût de l'agression pour Vladimir Poutine, pour essayer de promouvoir une sortie diplomatique. Mais c'est vrai qu'on a vu un électrochoc, une mobilisation sans précédent de la part des Européens notamment, et il a probablement sous-estimé aussi la colère dans sa propre population. On voit une mobilisation avec des manifestations dans des dizaines de villes et aujourd'hui une fuite en avant répressive de la part du régime à Moscou avec la fermeture de Twitter, de Facebook, des derniers médias indépendants comme Echo de Moscou. Pour le moment, c'est difficile pour nous de suivre ce qui se passe. C'est très difficile. On voit même des médias occidentaux qui sont en train de se retirer de Russie parce qu'ils sont menacés par la loi. Aujourd'hui, par exemple, la Russie donc, a annoncé une loi qui menace de 15 ans de prison toute personne qui pousserait une des visions alternatives du conflit ukrainien, donc en réalité une vision non propagandiste de la Russie. Donc je crois qu'il a sous-estimé le coût de cette aventure. Ça, c'est à court terme. Mais il y a un enjeu pour les Européens à plus long terme qui est une forme de réarmement stratégique de l'Europe. On a voulu se faire croire pendant des décennies que la guerre en Europe n'était plus possible. On a voulu croire que on se rappelle la fin de l'histoire, toutes les thèses de Fukuyama dans les années 90. Je crois qu'on est ici à la fin d'une parenthèse où les Européens doivent tirer des conclusions, quelle que soit on va dire l'issue de ce conflit à moyen terme, doivent tirer des conclusions de long terme
sur le réarmement d'un point de vue militaire, investir dans leur souveraineté énergétique, investir dans leur souveraineté technologique. Ce sont des thèmes qu'on entend déjà depuis quelques années, mais là je crois qu'il y a un véritable électrochoc ici pour les populations européennes comme pour les gouvernements. Et justement, cette guerre constitue vraisemblablement un tournant pour la coopération militaire européenne et plus globalement son architecture de sécurité. Hier, alors aujourd'hui, je rappelle qu'on filme, on est le mercredi 9 mars. Hier, la Pologne, dans un geste qu'on peut qualifier d'inédit, a voulu transférer ses chasseurs russes, ses MiG-29, à l'Ukraine via une base américaine, ce que Washington hier soir a qualifié de geste irréaliste, puisqu'elle craignait un casus belli avec Moscou. Vous-même, dans une récente tribune publiée dans le Figaro, vous déclariez que l'heure du réarmement européen a sonné. Finalement, cette invasion de l'Ukraine, c'est l'éveil géopolitique de l'Europe. Oui, c'est l'éveil géopolitique de l'Europe. Alors, une fois de plus, moi, je crois qu'on était dans une forme de déni. On a voulu se faire croire que les conflits qui existaient en Europe étaient des sortes de rappels anachroniques, de haine tribale, ethnique, mais que fondamentalement, on avançait tranquillement vers une zone de paix perpétuelle. Parce qu'on a déjà eu les conflits dans les Balkans dans les années 1990, on a mis des années à mettre fin à un génocide sur le sol européen. La Bosnie, c'est plus proche de la France que de l'Ukraine, il faut le rappeler. On a eu la guerre en Géorgie déjà en 2008, la guerre en Ukraine qui a commencé en 2014, je l'ai rappelé. Donc, on a eu déjà des alertes, mais là, effectivement, on est, je pense, dans un niveau beaucoup plus choquant pour les Européens. On est vraiment dans une forme de guerre conventionnelle massive qui vise à décapiter un pays et à nier même l'existence du pays, comme on n'avait pas vu depuis finalement la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a vu déjà des décisions, je pense, historiques. Évidemment, le discours très rapide du chancelier Scholz devant le Bundestag qui annonce l'augmentation du budget de défense allemand à 2% du PIB. On sait que c'est un sujet de tension permanent entre les Européens et les Allemands, entre les Allemands et les Américains, notamment sous l'administration Trump. 100 milliards d'euros investis en une année pour remettre à niveau les forces de défense allemandes. On a vu les Suédois mettre fin à leur neutralité historique pour soutenir la livraison d'armes aux Ukrainiens, c'est aussi le cas d'ailleurs des Allemands. Le Danemark qui annonce un référendum pour s'intégrer au mécanisme de défense européen existant, type PESCO et le Fonds européen de défense. Les Polonais augmentaient leur budget de défense, annonçaient une augmentation à 3%, ils sont à 2,2 aujourd'hui. Donc on voit les États membres qui, au niveau individuel, sont en train de prendre des décisions historiques en termes d'investissement. L'OTAN, qui sort évidemment très renforcée dans son unité, dans sa solidarité de ce moment, puisque les Américains, les Français et d'autres envoient des troupes en Europe centrale, orientale, en Roumanie, en Pologne, dans les États baltes, pour aussi rassurer nos partenaires sur leur intégrité territoriale et leur souveraineté, parce qu'ils font face évidemment à ce révisionnisme russe. On voit des pays comme la Suède et la Finlande qui sont membres de l'Union européenne, mais qui ne sont pas membres de l'OTAN. Pour vous, tout cela, c'est dissuasif ? C'est dissuasif à terme, puisqu'évidemment, ça nous permet, nous, de nous renforcer dans notre rapport de force avec la Russie. Ça permet de défendre notre souveraineté. On voit un arc de tension et de crise autour de l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas que la Russie. Ces dernières années, on a eu les conséquences du conflit syrien avec l'émergence de Daesh et la crise des réfugiés. On a eu une crise en Libye. Si demain, nous avions une nouvelle crise dans l'environnement de l'Union européenne, on ne sait pas si les Américains auraient envie d'intervenir. On va peut-être parler de la posture américaine là-dessus. Donc c'est très important pour les Européens de prendre ces décisions maintenant, puisqu'on parle d'investissement générationnel. Effectivement, et la position américaine est extrêmement intéressante à court et à moyen terme. Joe Biden espère, je cite, une union sacrée face à la crise ukrainienne. On sait qu'aujourd'hui, la question russe revient dans le débat politique intérieur américain. Après la bromance entre Trump et Poutine, les divisions persistent certes entre les deux camps démocrates et républicains, mais il y a une forme de consensus autour de la question russe. Est-ce que ce conflit aura un impact sur l'opinion publique américaine et sur la posture de Biden ? Alors, il a un impact sur l'opinion publique américaine, et on voit une opinion publique américaine aujourd'hui qui est très soudée dans une position de fermeté face à Vladimir Poutine. Alors, on entend côté républicain, notamment chez les Trumpistes, parfois des déclarations plus favorables à Poutine, mais globalement, démocrates comme républicains sont dans une position de fermeté. Mais la crise est quand même un peu compliquée pour l'administration Biden, parce que cette administration voulait engager un dialogue avec la Russie. On se rappelle que quand Joe Biden s'est rendu en Europe pour son premier déplacement
diplomatique l'an dernier. Il est allé en Angleterre pour le G7, il est allé après rencontrer l'Union européenne à Bruxelles, et il s'est assis avec Vladimir Poutine dans une rencontre bilatérale à Genève pour essayer de relancer les négociations sur les contrôles d'armement. À l'époque, la Maison-Blanche disait qu'elle voulait rendre la relation avec la Russie stable et prévisible. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la priorité de cette administration, comme de l'administration Trump et même de l'administration Obama, c'est le pivot vers l'Indo-Pacifique et la rivalité stratégique avec Beijing, qui est aujourd'hui fait l'objet d'un consensus bipartisan à Washington. On voit cette administration Biden qui s'est retirée d'Afghanistan aussi pour pouvoir se reconcentrer sur d'autres théâtres. AUKUS est une conséquence d'ailleurs de cela, de la priorité qui est donnée aux nouveaux partenariats avec des pays comme l'Australie. Donc la crise ukrainienne rappelle l'administration Biden à l'Europe. Les Américains renvoient des troupes en Europe. Alors il y a une ligne claire qui a été tracée par cette administration même avant le conflit. Ils ne rentreront pas en confrontation directe avec la Russie. Il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine, il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une doctrine Biden. Il y a une vraie doctrine Biden là-dessus. Il faut écouter d'ailleurs le discours de retrait d'Afghanistan de Joe Biden. Je pense que c'est l'un des discours les plus éloquents pour comprendre la doctrine Biden. La priorité, c'est la Chine. On ne veut plus intervenir sur des conflits pour imposer la démocratie ou transformer en profondeur des sociétés comme ça avait été le cas avec l'Irak et l'Afghanistan. Et désormais, la force militaire américaine est là pour défendre les intérêts nationaux vitaux des États-Unis. Alors, est-ce qu'une crise dans un pays de l'OTAN, si demain la Russie attaque l'Estonie ou la Pologne, est-ce que c'est un intérêt national vital des États-Unis ? J'en suis convaincu, puisque ça représente un précédent pour toutes les garanties de sécurité américaines, même auprès de Taïwan, parce que c'est tout l'ordre international américain qui repose là-dessus. Mais si demain on a une crise à la périphérie de l'Union européenne, en Libye, en Bosnie, en Méditerranée orientale, je pense qu'on ne verra pas beaucoup d'appétit politique à gauche comme à droite aujourd'hui aux États-Unis pour intervenir. Et donc c'est là que les Européens doivent prendre leurs responsabilités, doivent vraiment investir dans leur capacité de défense. Ça prendra combien de temps, Benjamin ? Mais c'est un effort générationnel. C'est un effort générationnel de réarmement. On peut prendre des décisions aujourd'hui. Alors par exemple, on a un sommet de défense des Européens qui va mener après un sommet de l'Union européenne à la fin du mois qui peut peut-être être l'objet d'un nouveau plan de résilience. On a eu un grand plan d'emprunt de 750 milliards d'euros à la fin de la crise Covid pour soutenir les économies. C'était évidemment un bond en avant historique pour l'Union européenne. Ça peut être l'occasion de lancer un plan de résilience qui serait centré sur alors évidemment amortir le coût économique des sanctions sur l'énergie, mais peut-être aussi soutenir les États membres dans l'acquisition de capacités de défense. Ça fait partie des options qui sont aujourd'hui sur la table et qui font l'objet d'un débat entre Européens. Et après, augmenter les budgets de défense sur le long terme et bien sûr coordonner ces dépenses de défense. Aujourd'hui, si l'on prend toutes les dépenses militaires combinées de l'Union européenne, en réalité, nous sommes le deuxième acteur militaire au monde après les États-Unis. Est-ce que ça se traduit en capacité réelle, en mission réelle ? Non, parce qu'il y a évidemment beaucoup de duplication, de redondance. Donc, coordonner et monter après des missions en commun, ça, à mon avis, va être l'un des grands enjeux pour les Européens à terme. Demain, jeudi 10 mars, les 27 se réunissent à Versailles. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce sommet ? Alors, on va voir. Alors, on a avancé très vite dans les premiers jours du conflit. Il y a une mobilisation vraiment inédite pour adopter des sanctions et pour annoncer aussi des livraisons d'armes aux Ukrainiens. Alors, on n'a pas dépensé toutes les cartouches sur les sanctions, mais je pense qu'on a réussi à avancer déjà sur un premier volet sur les sanctions sur lesquelles tout le monde pouvait se mettre d'accord. Les Européens, les Américains, mais aussi des pays comme la Suisse et le Liechtenstein qui sont absolument fondamentaux sur les sanctions sur les banques, sur les avoirs des oligarques, sur le gel des avoirs de la banque centrale russe à l'étranger. C'est vrai que là, vous êtes en train de nous expliquer que la sortie de la Suisse de sa neutralité est une bonne chose. Là, c'était fondamental, absolument. Si on veut pouvoir vraiment avoir l'impact maximum sur les sanctions, sur les gels d'avoirs par exemple des oligarques, évidemment qu'avoir la Suisse avec nous, ça démultiplie l'impact. Maintenant, je pense qu'il y a la question évidemment qui se pose des sanctions sur les transactions énergétiques, le pétrole et le gaz. On sait qu'elles peuvent être très coûteuses pour les économies européennes. Donc on a vu la Commission européenne dans les derniers jours annoncer un plan pour réduire progressivement, donc pour diversifier les sources d'approvisionnement sur le gaz, pour investir dans les énergies renouvelables. Je pense qu'il faudrait aussi mettre évidemment la question du nucléaire sur la table pour garantir la souveraineté énergétique de l'Union européenne. Il y a des mesures qui peuvent être prises
à court terme, là, dans la prochaine année, et après, là aussi, dans un horizon 2030, pour réduire intégralement la dépendance de l'Union européenne envers la Russie, puisqu'on n'est pas aussi dans une logique de marché classique avec un prix qui est déterminé entre un client et un fournisseur. L'énergie est utilisée par la Russie, on le sait, comme un levier d'influence, comme une arme politique pour éroder la souveraineté des pays européens, leur capacité à agir dans ce type de conflit. Donc il faut nous aussi qu'on le pense d'un point de vue politique. Je pense que dans le sommet, on aura peut-être des premières annonces sur les sanctions sur l'énergie et les mesures compensatoires sur le plan économique. Et j'espère qu'on verra aussi des annonces sur donc un plan de résilience qui pourrait soutenir la capacité des Européens à investir dans leur souveraineté énergétique, militaire et peut-être alimentaire aussi. Avant de finir, Benjamin, j'aimerais que vous nous parliez de votre rencontre avec le président ukrainien Zelensky. Alors, vous l'avez vu quelques jours avant l'invasion russe. Aujourd'hui, on voit un chef d'État qui incarne un récit de guerre avec son trait militaire. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un fin tacticien et qui a une vision pour son pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos échanges et de sa stratégie aujourd'hui politique? Oui, j'ai rencontré Zelensky avec des collègues de l'Atlantic Council lors d'un voyage d'une délégation à la fin janvier, donc à un moment où on était déjà en présence d'une menace imminente de la part de la Russie, avec 100 000 soldats russes à la frontière et des déclarations très belliqueuses de la part de Vladimir Poutine. Et on a vu un président qui était très déterminé mais très calme, qui voulait surtout pas céder à la panique, qui ne voulait surtout pas donner un prétexte pour une forme de provocation à Vladimir Poutine. Et donc il disait, voilà, dans son message public, nous ne paniquons pas, il ne faut pas se désunir, il ne faut pas commencer à faire des concessions unilatérales, mais on se prépare. On se mobilise, on est en guerre de toute façon avec la Russie depuis 2014, on le sait, on voit les 100 000 soldats russes à la frontière, donc on a besoin d'armement, on a besoin de soutien économique. On voyait déjà quelqu'un qui faisait preuve, je crois, d'une grande détermination et d'un grand sang-froid, et qui s'est traduit dans le courage physique inouï qu'on voit depuis quelques semaines, puisqu'on sait que le président Zelensky est menacé personnellement, que les troupes russes ont essayé de l'éliminer. Ça, c'est véridique. Ça a l'air d'être une certitude. On dit aujourd'hui qu'il y a eu au moins 3 tentatives d'assassinat contre lui. Je crois que c'était les renseignements britanniques qui l'ont dit il y a quelques jours. Donc on sait qu'il a été ciblé. Le président Zelensky, donc c'est un outsider de la vie politique ukrainienne. C'était un humoriste, un comédien, quelqu'un qui a été élu sur un programme très fort de lutte contre la corruption, pour poursuivre les réformes démocratiques de l'Ukraine en 2019. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un dont la première langue est le russe, qui vient de l'Est du pays, qui a essayé en 2019 de relancer le dialogue avec la Russie et peut-être relancer les accords de Minsk pour une série de raisons. On s'est retrouvé dans une paralysie jusqu'en 2022. Mais c'est quelqu'un qui est à la fois clairement un patriote, on le voit, qui risque sa vie pour son pays, mais qui, je crois, est aussi un réaliste, un pragmatique, quelqu'un qui est conscient des rapports de force et qui pourra se mettre à table. Il l'a dit d'ailleurs à de nombreuses reprises, il veut dialoguer directement avec Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine aujourd'hui qui refuse ce dialogue avec le président Zelensky. Il est prêt à dialoguer avec les Russes, il est prêt à mettre beaucoup de sujets sur la table, il a dit, comme par exemple la question de l'OTAN. Je pense que sa priorité, c'est bien sûr aujourd'hui de maintenir l'intégrité de son pays, mais de rapprocher son pays de l'Europe et d'y promouvoir la démocratie et les réformes. Benjamin Haddad, merci. Merci beaucoup.